Bienvenue à cette nouvelle émission de la Capsule Divertissement, toujours en compagnie de Jocelyne Courvier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va revenir un peu dans le temps, on va parler de psychologie évolutive. Exactement, c'est un bien grand mot. En fait, juste pour dire qu'on hérite un peu des traits de nos ancêtres. Et quand je parle ancêtres, là, on est vraiment dans la préhistoire. C'est très intéressant. En fait, il y a même des théories qu'on peut hériter. Par exemple, si vos grands-parents, arrière-grands-parents ont connu une famine, ça pourra faire en sorte que vous avez certains comportements aujourd'hui. C'est un champ d'études super intéressant. Mais là, on va vraiment s'intéresser un peu à la sélection naturelle qui, dans le fond, va sélectionner les traits les plus utiles en termes de survie de reproduction. En général, là, l'être humain, on parle vraiment biologiquement. Dans le fond, on pourrait dire qu'on va pas naître comme si ce serait une page blanche, on va déjà avoir un bagage qui va nous aider dans notre évolution, on pourrait dire, de la façon qu'on va grandir. Exactement. On a la génétique, puis là, on a l'espèce de... C'est un autre champ d'études qui est l'épigénétique. Là, on rentrera pas dans les détails, mais là, on se rend compte, c'est qu'en fait, l'environnement a un plus gros impact qu'on penserait. Aussi, c'est ça, justement, certains comportements qui sont hérités de très, très loin. Je vais vous donner un exemple très concret. Disons, face à un serpent, tu as généralement deux types de réactions. Tu as les gens qui vont fuir ou s'éloigner et tu as les curieux qui vont s'approcher. Donc, statistiquement, dans l'évolution, les gens qui choisissaient la fuite ont plus survécu, évidemment, que ceux qui décidaient d'aller toucher le serpent. C'est un peu le principe, c'est que au fil des siècles, au fil des ans, dans le fond, certains comportements pouvaient augmenter les chances de survie. Donc, la sélection naturelle faisait en sorte que ça se perpétuait jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a plein d'exemples comme ça, justement, de comportements qui peuvent amener à prendre énormément de risques. Bon, on peut s'attendre que ces gens-là n'ont peut-être pas survécu pour donner leur bagage génétique à leurs descendants d'aujourd'hui. Tu parles de néophobie alimentaire. Ça, c'est nouveau, ce mot-là, néophobie, là. Où est-ce que tu veux en venir avec ça? Moi aussi, c'est un nouveau mot. Je savais, par exemple, que les enfants aiment pas trop goûter les nouvelles affaires. Et aussi, les enfants aiment pas trop tout ce qui est vert, brocoli, les légumes, de façon générale. Et ça, c'est peut-être le point qui m'a le plus fasciné. C'est justement, ça viendrait de l'évolution, c'est que instinctivement, on apprend à craindre les plantes dangereuses. Parce qu'on peut s'imaginer qu'à l'époque, manger une plante dangereuse, quand on était plus des cueilleurs, ça pouvait signifier la mort si on mangeait pas la bonne affaire. Donc, instinctivement, l'humain a développé cette espèce de phobie alimentaire en jeune âge pour tout ce qui est vert, pour tout ce qui est nouveau, pour donner le temps aux adultes de nous montrer qu'est-ce qui est comestible ou pas. Ah, ça, je trouve ça fascinant, là. Ouais. Ça explique pourquoi votre enfant est difficile, tout ça. C'est instinctif. Puis, ce trait-là, qui aujourd'hui n'est peut-être pas adapté parce qu'on aimerait bien ça, que les enfants mangent toutes sortes d'affaires, des légumes, à l'époque, c'est ce qui nous a permis de survivre, d'avoir cette espèce de trait de « Ah, mon Dieu, non, c'est nouveau, c'est vert, je suis pas sûre si c'est comestible. » Donc, un enfant qui n'aime pas les brocolis, normalement, il va aller jouer dehors, puis on est sûr qu'il ne touchera pas à des plantes particulières qu'on pourrait voir dehors. C'est un bon point, justement. Ce trait-là fait que, justement, s'il se promène dans la forêt, généralement, il va pas se mettre à manger toutes les petites feuilles qu'il voit, puis tout ça. Donc, c'est quand même très utile encore. Moi, j'avais trouvé un moyen de pouvoir faire manger le brocoli à un enfant qui n'aime pas ça. J'en faisais un potage. Oh, mais c'est ça, il y a Puis des là, trucs. il aimait le potage. Il y a des trucs comme ça, ou bien il y a aussi je sais que sur Internet, tu as des livres de recettes. On le présente de façon tellement amusante. On fait des petits arbres avec les brocolis. Ça peut aussi stimuler un peu, là. Le prochain, ça se trouve être le dégoût. Oui, le dégoût. C'est un peu le même principe, mais là, ça peut être enfant, adulte. Si on est face à quelque chose, par exemple des poisons, des odeurs particulières, des aliments avariés, ou bien même la maladie, quelqu'un malade,
et que c'est très apparent physiquement, on va avoir une réaction instinctive de dégoût. Mais encore une fois, ça nous a aidé à nous tenir loin de choses qui pouvaient possiblement être dangereuses. Un peu comme les mauvaises odeurs, justement. Exactement. Puis, le problème, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait adapté parce qu'avec la science, on sait, par exemple, on connaît mieux les maladies, mais même certaines maladies qui ne sont pas contagieuses, les gens, parfois, vont se tenir loin. C'est comme instinctif, ils ont peur, ils voient un danger. Alors que si la maladie n'est pas contagieuse, évidemment, on peut pas l'attraper comme ça. Donc, ça peut amener des comportements, ça peut aider à comprendre nos comportements d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le fait que c'est intéressant, lorsque quelqu'un à côté de nous a une réaction de dégoût, souvent on va en avoir une nous aussi. C'est contagieux. C'est un peu contagieux pour justement nous protéger. On se dit, OK, s'il réagit comme ça, il y a sûrement un danger quelque part. Donc, l'humain, c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Pour le dégoût, là, les aliments variés vont avoir des odeurs repoussantes, là. Mais il y a des fois, c'est pas toujours le cas. C'est un peu comme, il y a une sorte de fromage, je sais pas c'est lequel, mais pareil que l'odeur est vraiment épouvantable, mais que l'odeur n'est pas, même si elle a une mauvaise odeur, pareil son goût est vraiment, c'est vraiment un bon fromage, là, un vraiment très bon goût, là. Donc, l'odeur ne représente pas le goût. Exact. Mais bon, ouais. C'est un bon exemple, puis je suis contente que tu dis, c'est pas parce qu'un aliment sent rien qui est pas nécessairement toxique. Ça serait intéressant d'en rediscuter. Ouais, ben c'est comme tu disais que quelque chose qu'on a discuté à l'émission d'avant t'a fait penser à ça. Probablement, ça va sûrement faire naître une capsule, là, c'est ça. Ouais, le goût sucré, ça, ça, on est attiré par ça. Oui, mais c'est ça, on s'en veut, hein, parce que, bon, on essaye tous, en général, de mieux manger pour différentes raisons. Puis, notre fameux goût pour le sucre, on est dur envers nous-mêmes, on s'en veut. Comment ça? Je suis attirée par les gâteaux, le chocolat. C'est instinctif parce que, tout ce qui est sucré, c'est quand même riche en calories, puis c'est une source d'énergie rapide qui était très, très utile, en particulier autrefois. Et aussi, généralement, je parle vraiment des aliments d'autrefois, peut-être pas d'aujourd'hui. Ça menait vers des aliments généralement sains, comestibles, en comparaison avec ce qui est amer, qui est souvent signe de poison. Pas toujours, évidemment, là. Donc, ça donnait un indice pour l'humain que, ça a l'air comestible, c'est que ça donnait encore plus envie de manger du sucré. Alors, si vous avez des rages de sucre, envie de sucre aujourd'hui, soyez indulgents envers vous-même, là, parce que c'est quand même écrit dans nos gènes, là. C'est sûr qu'il y en a des mauvais, des sucres qui sont mauvais, là, mais bon, ouais. Ça a beau être mauvais, mais ça veut pas dire qu'il faut s'en priver non plus. Exactement. Tout le temps. Le prochain, c'est un autre qui s'est développé, c'est pour le gras. Oui, ça aussi, quand on a envie de manger, hein, c'est souvent du sucre, du gras. En fait, ça aussi, c'est à l'époque, on stockait nos graisses, évidemment, puis c'était une réserve d'énergie, mais là, plus à long terme. Le sucre, c'était plus à court terme si on avait besoin de courir, alors que le gras, c'est une réserve d'énergie. Et lorsqu'arrivait une famine, ceux qui avaient stocké du gras, évidemment, avaient plus de chances de survie. Donc, c'est un trait qui s'est perpétué avec le temps. Donc, si vous avez aussi des rages de manger des aliments très gras, il y a quand même une raison à ça. Donc, ça vient de l'évolution. C'est vrai, de toute façon, que oui, essayer de le réduire, mais sur certains aliments, si tu viens qu'à trop le réduire, à un moment donné, tu as l'impression que l'aliment est sec. Puis c'est un peu comme les fromages, là. Plus tu enlèves de matière grasse dedans, plus le fromage est sec, là, donc c'est moins plaisant à manger aussi. Oui, puis à trop, ça on pourra en parler longuement, mais à trop être strict et coupé partout, il y a moins de chances qu'on tienne notre nouvelle façon de manger parce qu'à trop est extrême dans notre... C'est bien quand même de se garder, quand on peut les manger évidemment, c'est bien de se garder certaines gâteries. Évidemment, si on souffre de certaines maladies, là, c'est plus compliqué, là. Mais alors voilà, il y a quand même de l'évolution dans nos goûts alimentaires.
Il y en a un autre aussi concernant la perte de poids. Ça, pareil, ça m'a surpris, puis en même temps, quand on y pense, vous allez voir, c'est très logique. Ben là, avec ça, je viens de réaliser certaines affaires, là. Je vais te laisser Oui, enchaîner hein, là-dessus. Puis, ben, je pense que les gens à la maison aussi vont réaliser des choses. La difficulté à perdre du poids. Donc, peut-être une grande partie de la population a déjà essayé de perdre du poids pour différentes raisons. Donc, en cas de diète, lorsqu'on mange moins, notre corps essaie de nous sauver la vie finalement, en ralentissant notre métabolisme parce que le corps l'interprète comme une famine. Et quand on y pense, c'est vrai que si tout d'un coup, on mange moins, ben le corps l'interprète comme « Oh, il y a un manque de nourriture. C'est un danger. Est-ce que le manque va durer longtemps? » Le corps ne le sait pas. Donc, il ralentit notre métabolisme pour nous permettre de survivre à notre famine pendant longtemps. C'est pour ça que c'est dur de perdre du poids. ben justement, ceux qui vont subir des chirurgies bariatriques ou peu importe la chirurgie qui va être faite à l'estomac, on se retrouve avec une alimentation qui est très réduite. Puis moi, je la prends tous les semaines, je le prends tous les semaines, là, mon poids. Puis pendant la perte de poids, je le voyais, tu sais, même si je mange pas beaucoup, là, on voit une perte de poids rapide, puis à un moment donné, oups, ça devient stable. Une semaine, t'en perds pas du tout. Hey, j'ai pas mangé plus qu'il faut, ou de quoi de genre. Ben, c'est justement, c'est le métabolisme qui vient ralentir. Donc, c'est normal que, oups, t'en perdes un peu moins, puis après ça, là, ça se remet à descendre. C'est souvent ça, à un moment donné. Au début, on perd plus de poids. Puis après, c'est ça, il y a une espèce de plateau. Puis c'est ce moment-là que les gens se découragent. Ben, on comprend aussi, là. Je dis « on » parce que ça paraît pas là, mais j'ai déjà eu un surplus de poids plus jeune. Puis c'est ça, c'est très difficile. C'est décourageant parce que des fois, tu fais des efforts, tu changes complètement ton alimentation, mais reste qu'à long terme, à le faire, les résultats sont là. C'est dur, mais c'est très intéressant parce que ça aussi, on est dur envers nous-mêmes. Ça marche pas, on se dit, mon Dieu, pourquoi un autre ça marche, moi je peux pas perdre du poids ou si ça prend du temps. Souvent c'est ça, c'est votre corps qui est en train de vous protéger de ce qu'il pense être une famine. Donc, il ralentit votre métabolisme puis essaye de garder ses réserves de graisse. Alors, mais évidemment, si on continue à long terme, on finit par le perdre, mais ça peut être décourageant au début. Moi, on enchaîne avec l'entraide. C'en est une? C'en est un, ça? Oui. Que, C'est surprenant parce que lorsqu'on parle, par exemple, bon, biologiquement, on peut dire, on est des animaux, des mammifères. Bon. Puis lorsqu'on parle des animaux, on dit que les animaux, c'est l'instinct de survie, un animal, c'est égoïste, mais en fait, non. Il y a énormément d'entraide dans le règne animal. On se rend compte seulement maintenant, parce qu'on avait tellement l'idée que c'était juste de la survie, mais justement, ça aide à la survie de s'entraider. Et l'humain aussi s'entraide. Pourquoi ce trait-là s'est conservé jusqu'à nos jours? C'est que, justement, ça augmente nos chances de survie parce que si on partage nos ressources, les aliments, le bois pour construire une maison, si on partage, quelqu'un est malade, on le soigne. Si on se met ensemble pour se défendre tous ensemble, bien évidemment, on augmente nos chances de survie. Puis on peut s'attendre que si on donne de la nourriture après avoir chassé un mammouth, quand le voisin va chasser son mammouth, probablement qu'il va nous en donner aussi, parce qu'on l'a fait. C'est que c'est une espèce de chaîne d'entraide, si on veut. Donc, ça a permis à l'être humain de survivre parce que les tribus où c'était très présent l'entraide survivaient beaucoup plus que les tribus qui étaient, disons, plus égoïstes. Donc, le trait, on l'a encore aujourd'hui. Et en parallèle à ça, ça m'a fait sourire, l'humain. Comme justement, c'est important lorsqu'on est dans un groupe que chacun contribue, l'humain a une énorme capacité à détecter les profiteurs. Ça vient justement de cette époque-là. Disons, profiteurs, les gens qui prennent sans contribuer. Puis bon, aujourd'hui, on en connaît dans plein de domaines. Donc, on a cette capacité-là, une facilité, semble-t-il, à les détecter facilement. Parce qu'à l'époque, s'il y avait des profiteurs dans le groupe, puis s'il y en avait plusieurs, bien, ça mettait en péril nos ressources de nourriture et nos différentes ressources, etc.
Donc, c'est encore une fois des traits, on ferait jamais le lien avec la préhistoire, là, mais il y a vraiment un lien. Ah ben, ça fait quand même des milliers d'années que l'humain évolue, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on va chercher. De toute façon, je l'ai dit dans l'entrée de jeu tout à l'heure, un retour en arrière. Voilà. Donc, le prochain vient rejoindre l'entraide, je trouve, le besoin d'appartenance. Oui, exactement. Parce qu'évidemment, si on fait pas assez d'entraide, on risque d'être rejeté. Et ça, j'avais appris ça il y a quelques années en thérapie, c'est que le rejet social, le rejet dans un couple, le rejet avec des amis, le rejet dans une situation en société, c'est une des choses les plus difficiles psychologiquement pour l'être humain. On disait même que ça active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. On l'a Oui, tous OK. expérimenté, c'est très douloureux de se faire rejeter. Pourquoi? C'est que autrefois, encore une fois dans la préhistoire, se faire rejeter du groupe, c'était une condamnation à mort. Pourquoi? Parce que si vous vous ramassiez tout seul dans votre coin, tout seul pour vous défendre, tout seul pour chasser, c'était pratiquement, c'est ça, vous étiez pratiquement certain de mourir. Parce que les gens ont survécu à l'époque en se regroupant, en s'entraidant. Donc, on le sait dans notre génétique instinctivement que se faire rejeter, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est comme si carrément notre vie est en danger. Donc, évidemment, c'est pas le cas aujourd'hui si on se fait rejeter sur Facebook, par exemple, mais on va le ressentir comme si pratiquement notre vie est en danger. Ça fait extrêmement mal parce que c'est un instinct, c'est dans notre génétique, ça vient de très, très loin. Puis, encore, disons, en lien avec ça, il y a le sentiment de honte ou le rougissement. Lorsqu'on a honte, on devient rouge ou lorsqu'on est humilié. Ça vient de la même chose, c'est que si on déroge aux règles, les tribus ont certaines règles et lois et on les transgresse, on les respecte pas. Si on a honte, si on rougit de honte, ben le reste du groupe va voir qu'on a appris notre leçon, qu'on comprend que c'était pas correct et avec la chance, ils vont nous garder dans le groupe. Alors que si on réagit pas, ça a l'air de nous en passer du pied au-dessus de la tête, ben là, oui, probablement qu'on va se faire exclure. C'est pour ça qu'on a gardé ces traits-là, la honte, le rougissement. C'est que c'est un instinct de survie, ça nous permettait de ne pas nous faire exclure lorsqu'on faisait quelque chose qui était peut-être pas correct, là. Alors, on faisait un parallèle avec aujourd'hui, l'espèce de sentiment d'appartenance et le rejet, c'est les fameux likes sur Facebook, Instagram, peu importe, là, sur les réseaux sociaux. Il y en a, si leur publication ne reçoit pas autant de likes qu'ils le souhaitent, c'est dramatique. Ben, il y en a que leur estime est construite sur les j'aime de Facebook, de Instagram. Et c'est ça, ils sont complètement démolis si on n'a pas assez. Puis, ça vient de ce sentiment d'appartenance, de vouloir être dans la gang, de la peur d'être rejeté finalement. C'est instinctif, ça vient de là. Et évidemment, il y a des gens chez qui c'est beaucoup plus fort. Tu sais, t'as des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça, au rejet. Et puis, il peut y avoir différentes raisons. Mais ouais, ça vient de loin. Bon, on vient de parler du besoin d'appartenance, le risque d'être exclu. Les deux prochains que tu nous as sortis, eux autres viennent aider à renforcer les liens. On va commencer par le premier, l'humour. Exactement. L'humour, c'est encore un trait aujourd'hui qui est très valorisé, qui est très apprécié. Donc, à l'époque aussi, ça permettait un peu de cimenter le groupe. Ça permettait aussi de détendre l'atmosphère parce qu'autrefois, ben, on était toujours en mode de survie un peu, à se défendre, tout ça. Et aussi, on disait que pour trouver l'âme sœur, même à l'époque, c'était un trait qui était recherché. Puis encore aujourd'hui, on dit l'humour, c'est important. Donc, c'est quelque chose qui s'est perpétué parce que des fois, on pourrait se demander ça sert à quoi finalement l'humour en termes de biologie de l'espèce humaine. Alors voilà, ça a été très apprécié à l'époque et ça nous permettait un peu d'avoir des moments de détente, de pas toujours être dans le stress finalement. Un autre aussi qui aide à renforcer les liens, la musique. La musique aussi, c'est quelque chose
qui est, bon, apprécié pas mal par tout le monde, d'écouter de la musique, certains d'en faire. Et ça aussi, ça permettait de se regrouper, de vivre des moments ensemble. On donnait même en exemple d'être attiré par le feu. C'est les fameux feux de camp, tout ça. À l'époque, c'était des moments privilégiés où, par exemple, on faisait de la musique, on se racontait nos rêves, nos cauchemars, des choses comme ça, mais ça permettait vraiment de se regrouper puis d'être ensemble. Ou bien justement là, un feu sur la plage, il y a quelqu'un qui est en train de jouer de la musique, puis oh, là, ça se retrouve. Puis, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais il me semble oui, là, le monde vient de se regrouper. Puis, on fait pas le lien, mais ça vient de loin, ce plaisir-là de faire un feu entre amis, puis de la musique, puis rire. Ça vient de très, très loin. Un autre trait qui nous a permis d'avancer, la soif d'apprendre. Oui, parce que l'humain, bon, l'humain est curieux de nature. En fait, de pouvoir, par exemple, d'avoir envie d'apprendre des nouvelles choses, ça aidait vraiment sa survie. On apprenait peut-être des trucs, on apprenait peut-être des vertus de certaines plantes qui pouvaient aider à guérir certaines blessures. Donc, ça pouvait être vraiment un atout dans notre survie de bien connaître notre environnement. Puis, encore aujourd'hui, on a ça en nous, cette soif d'apprendre, cette soif de voir des nouveautés, mais ça s'est malheureusement aussi transformé en ce qu'on appelle l'addiction aux écrans. Pourquoi? Parce que si vous allez sur les réseaux sociaux, la façon que c'est fait, c'est que vous défilez ce qu'on appelle l'actualité, puis c'est comme si on a du mal à s'arrêter. On défile, y a-tu du nouveau? Je peux-tu apprendre quelque chose? Et ça devient un peu, ça peut devenir carrément une addiction. On peut plus s'arrêter. On peut passer des heures sur les différents réseaux sociaux. C'est toujours une espèce de soif d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre un commérage, d'apprendre une nouvelle. Donc, ça vient de cette soif d'apprendre de l'humain. Tu parlais, apprendre des plantes, des choses comme ça. Ça me fait penser un peu à l'époque de la Nouvelle-France, là, quand on a commencé à s'installer sur le bord, à s'installer ici au Québec, là, fait que, côtoyer les Autochtones, puis j'imagine qu'il doit avoir eu beaucoup d'apprentissage auprès d'eux autres pour justement réussir à survivre, là, les plantes médicinales, ces choses comme ça, là. Oui, parce que lorsqu'on connaît pas un environnement, ça peut devenir vite très dangereux, puis c'est ça, donc on a toujours cette espèce de soif d'apprendre qui peut être une très belle qualité, de toujours vouloir se cultiver, mais en même temps qui peut devenir, par rapport aux réseaux sociaux, c'est juste de faire attention. Le prochain, il me fait sourire. Je pensais pas que ça faisait partie de ça, là, la procrastination. Donc, la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain, en bon québécois, de bretter, Oui, puis remettre au lendemain peut être remettre au mois prochain, puis finalement, hey, t'étais pas supposé faire ça, puis un mois, il m'a le fait le mois prochain. La fameuse citation, pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut remettre au surlendemain? Donc, c'est un peu, il y a des gens pour qui c'est une philosophie, mais ça vient quand même de quelque part, c'est que à l'époque, ça nous permettait de conserver notre énergie pour des choses vraiment plus importantes. C'est-à-dire peut-être se battre contre un ours ou donc voilà, c'est quand même il y a une raison génétique à tout ça, mais disons qu'il y a des gens qui ont peut-être plus une tendance que d'autres à la procrastination. La timidité, ça en est un autre aussi. Oui, ça aussi, ça m'a surpris. Pourquoi ça c'est un trait qui est encore qu'on a encore aujourd'hui, c'est que ça permet d'éviter les conflits. Et de se mettre dans le trouble, de se mettre dans le danger, de se mettre face à des menaces en restant plus en retrait, à l'écart, en observant, ça peut vraiment aider la survie. Un autre qui va aider la survie, c'est la xénophobie, la peur des maladies. Voilà, la xénophobie, et ça, c'est aujourd'hui, bon, ça a une connotation beaucoup plus négative, mais à l'époque, la xénophobie, c'était le fait une nouvelle tribu arrive, on connaît pas leur intention. Est-ce qu'ils veulent nous agresser? Est-ce qu'ils veulent collaborer? Donc,
instinctivement, on se tenait un peu à l'écart, on était sur nos gardes lorsqu'il y avait des personnes étrangères qui arrivaient sur notre territoire, parce qu'on avait peur qu'il y avait un manque de ressources aussi, qu'ils prennent nos ressources. Si on allait à la chasse, si beaucoup de monde chasse au même endroit, il y a moins de ressources. Aujourd'hui, la xénophobie, c'est un terme un peu comme le racisme, c'est le fait d'avoir peur ou de détester les autres cultures. Malheureusement, il y a une racine qui vient de loin, mais de savoir ça, ça aide justement à défaire les préjugés. De savoir que notre espèce de peur instinctive de l'étranger, ça vient d'une époque où c'était totalement un autre contexte, où notre vie était continuellement en danger, où les ressources étaient très limitées. Donc, n'importe qui arrivait, ça pouvait être une menace pour nous. Donc, de savoir ça, de prendre conscience de ça, ça peut aider des gens à se dire, OK, c'est pour ça que quand il y a des étrangers qui arrivent dans mon pays, j'ai peur, ou je suis sur mes gardes, ou je suis méfiant, ou j'ai pas confiance. Ça vient de là. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui vont à fond dans la xénophobie, qui détestent les autres, toutes sortes de préjugés. Mais moi, je pense vraiment que et c'est ce qu'on disait dans l'article, c'est que d'en être conscient, qu'on a cette espèce d'instinct-là d'avoir peur qu'on va nous faire du mal parce qu'on vient pas de la même place, ben ça permet de dire, ben ouais, finalement, ça repose sur pas grand-chose. On n'est pas à la même époque, là. On n'est pas dans le même contexte. Non, là. ça, c'est sûr. Tu sais, des personnes qui arrivent d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre religion, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'ils vont nous menacer. Ça existe, mais ça existe dans tous les pays. Tu peux avoir un Canadien qui arrive, je sais pas où, puis qui menace tout le monde. Je veux dire, c'est pas propre à une culture. C'est ça, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Oui, puis le fameux, ils vont tous voler nos jobs, ben ça vient de là, de notre peur de manquer de ressources. Quand on se met à penser à ça, il y a beaucoup de nos traits ou même de nos préjugés qui viennent vraiment de loin. L'humain a de la misère à oublier qu'on est dans un autre contexte, là. On n'est plus en mode survie, en danger. Donc, c'est bien d'accueillir les personnes qui arrivent de différents endroits, différentes cultures. Alors, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. On a tous le même sang, après tout. Ben oui, on est tous... quand on se met à penser à ça, biologiquement, là, ça fait tellement aucun sens. Le racisme et tout ça, ça fait juste pas de sens. La jalousie. Oui. Pourquoi on est jaloux encore aujourd'hui? Ça a quand même une utilité. À l'époque, ça permettait justement, encore une fois, nos fameuses ressources limitées. Ben, on s'assurait que notre famille manquait de rien. On gardait jalousement certaines nourritures et ça permettait de garder la famille unie en étant jaloux que peut-être le voisin regarde trop notre femme ou bon. Alors, la jalousie, disons, modérée à certaines utilités, mais évidemment, quand ça prend des proportions, ben là, c'est autre chose. Là. Mais ça vient de cette époque-là. OK. La curiosité aussi, ça vient de loin, ça. Oui, un peu comme notre soif d'apprendre. Donc, la curiosité, ça faisait en sorte que l'humain explorait. Tu sais, des fois, tu te dis pourquoi l'humain a décidé de prendre des canaux puis d'aller sur une île perdue. C'est ce besoin d'explorer de l'être humain. Et ça permettait souvent quand même de découvrir des lieux avec des nouvelles ressources, avec des tonnes de nourriture, par exemple, des fois non aussi. Là. Mais en explorant, ben, ça permettait d'ouvrir de nouveaux horizons. Ben, en allant justement explorer, ben, on ramène ça à la survie, justement. Oui. On découvre quelque chose, on va pouvoir se nourrir plus, mieux, puis s'étendre. Oui, parce que biologiquement, l'être humain, c'est beaucoup, et les animaux, c'est beaucoup au mode survie et reproduction. C'est beaucoup les moteurs qui nous animent. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui embarquent là-dessus, mais donc voilà la curiosité, qui est un trait que la sélection naturelle a favorisé. Un autre trait qui permet de nous faire évoluer, nous garder en vie, le stress. Le stress, ben, c'est justement ce qu'on avait discuté brièvement dans une autre capsule. Lorsqu'on est stressé, notre corps change. Pourquoi? Parce que ça nous prépare à une réaction soit de lutte ou de fuite.
Et puis, donc, quand je dis le corps se prépare, bon, le rythme cardiaque s'accélère, il y a une tension musculaire pour être prêt à courir ou se battre. Il y a le foie qui libère du glucose comme source d'énergie. On a aussi une vision en tunnel. On perd un peu la vision périphérique parce qu'on focus sur la menace. Un ours ou peu importe la menace. Il y a le sang qui est redirigé ailleurs que dans la digestion. On l'a dit dans l'autre capsule, si on affronte un ours, digérer notre sandwich, c'est pas la priorité du moment. Donc, la digestion va être un peu mise de côté pour que le sang va vraiment dans les organes comme le cœur, des choses essentielles. Puis aussi, ça c'est intéressant, je l'ignorais, le sang s'épaissit face à un gros stress, là. Parce que le corps se prépare à une blessure. OK. Ouais, c'est intéressant. Donc, évidemment, si on a un énorme stress, c'est que peut-être il y a un ours devant nous, on peut être blessé. Donc, le sang s'épaissit un peu pour éviter une hémorragie. Puis, évidemment, l'épaississement du sang, ça amène d'autres risques. Mais c'est incroyable de voir à quel point le corps peut se préparer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on avait un peu parlé dans l'autre capsule aussi. Peut-être que le stress aujourd'hui est beaucoup moins adapté parce qu'on n'est plus en mode survie, fuite comme autrefois. Mais malheureusement, ce qu'on a découvert, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre avoir un ours devant soi, avoir une boîte à email pleine qui nous stresse, avoir un travail à remettre en urgence qu'on n'a pas fait. Le cerveau interprète tout ça pareil. C'est que si notre boîte à courriel est pleine, que ça nous stresse ou qu'on a des choses en retard, notre corps va se préparer comme si on affrontait un ours. Alors, on peut s'imaginer la dépense d'énergie que ça demande, la fatigue. Donc, le rythme de vie d'aujourd'hui, qui est très, très rapide, on veut être productif. C'est pour ça que les gens sont toujours stressés, sont toujours fatigués, parce qu'on peut s'imaginer que si on est toujours en mode j'affronte un ours, jour après jour, ça épuise complètement, ça amène à des burn-out, ça amène ça favorise différentes maladies aussi. Donc, c'est fascinant de voir que le cerveau ne fait pas la distinction. Ça fait que dites-vous, la prochaine fois que votre boîte courriel est pleine, que c'est la fin du monde, votre corps est en train de se mettre dans le même état que s'il y avait un ours devant vous, là. C'est pas très bon, là. C'est fait pour que ça arrive de temps en temps, mais pas tous les jours. L'image est forte pareil que c'est comme si on avait un ours devant nous. Oui, on a le même. Le corps se prépare, puis la réaction est totalement disproportionnée et pas adaptée du tout. Mais notre corps devient totalement stressé. C'est pour ça que les gens ont l'impression, et je m'inclus, d'être toujours stressés, comme une tension. Il y a toujours des choses à faire, faut pas oublier. C'est qu'on est vraiment dans un mode totalement disproportionné, là. Le corps génère pas génère, mais en cas de stress, justement, là, il y a des transformations qui se font, là. L'adrénaline, est-ce que c'est ça qui vient... je veux dire, est-ce que c'est justement... L'adrénaline vient elle est produite à cause d'un stress? Parce que je pense à ce moment-là, tu sais, justement, que, tu sais, il y en a qui vont avoir un accident, puis ils vont sortir de l'accident en marchant, mettons. Puis on dit que c'est parce qu'ils ils sont sur l'adrénaline. Quand l'adrénaline lâche, là, c'est comme si c'est là qu'ils se rendaient compte de ce qui venait de se passer, puis le corps est pas capable de fonctionner, hein. Ben exactement. Lorsqu'on est sur l'adrénaline, face à un gros stress, ou même juste se lever en retard, on lève du lit, puis tu sais, on est sur l'adrénaline. Mais l'adrénaline, ça donne des fois des super pouvoirs. J'avais lu l'histoire d'une mère, son enfant était pris en dessous d'une voiture, puis c'est une femme de ma stature, elle a levé la voiture, là. Elle arrivait à l'hôpital, ça a l'air qu'elle avait plein de trucs cassés, mais sur le moment, elle sentait rien. Elle était en mode adrénaline, elle était en mode... ça peut amener à faire des choses surhumaines, à soulever des charges incroyables, ça peut amener... mais quand, après ce qu'on appelle le crash, après, quand à un moment donné, ça redescend, là, je veux dire, on s'écroule. C'est un mode qui permet de faire beaucoup de choses, mais c'est un mode très, très coûteux. Il y a des conséquences à ça où les gens malades, les gens qui ont des maladies chroniques, ils ont quelque chose d'important à faire, tu sais, il faut qu'ils trouvent l'énergie de le faire. Ils vont le faire. Mais après, quand ils vont cracher, ils vont en avoir pour 2-3 jours, on s'en remettre.
C'est que le mode adrénaline, c'est efficace à court terme, mais c'est ça. C'est un bon exemple, c'est bon de l'apporter. À un moment donné, c'est pas indéfini, là. C'est pour ça que des fois, quelqu'un pogne un accident, il y a des graves blessures, pogne son char, puis il s'en va lui-même à l'hôpital. Puis le monde à l'hôpital ne comprend pas qu'il a pu se rendre. Ben là, ils savent que c'est sur le mode adrénaline, là. Mais c'est pour ça que les gens, des fois, ne sentent pas la douleur, ne sentent rien. Mais à un moment donné, c'est pas indéfini, là. À un moment donné, là, il va y avoir une descente. De toute façon, on en a déjà parlé, la douleur, il faut la ressentir. Si on ne la sent pas, c'est dangereux pour notre survie, justement. Exactement. Prochain, la peur du vide. La peur du vide qui nous a aidés à survivre, finalement. Et d'ailleurs, ce qu'on disait, c'est que si on est sur une falaise, on va surestimer là-haut. Ça va nous sembler tellement haut, comparé à si on est en bas de la falaise et on regarde par en haut. Regardez par en bas, on va surestimer la distance. Et c'est bien, parce qu'on va avoir peur de trop s'approcher du bord et de tomber. Et on disait que même, on avait fait des tests avec des enfants, une espèce de mode virtuel, là, il n'y avait pas vraiment de précipice, mais l'enfant refusait. Et instinctivement, il savait que c'était un danger, même si on lui avait jamais appris. Mais je ne ferais pas le test pour de vrai, là, mais je veux dire, on le faisait en virtuel. Et il y avait une espèce d'instinct. Et même les animaux, j'ai vu une vidéo d'un chat. Le bébé, il approchait un peu d'une fenêtre et le chat arrêtait pas de l'agripper à chaque fois. Il y a un instinct chez les animaux aussi. Oh, ça, c'est un danger. Alors, c'est vraiment en nous, hein, c'est vraiment ancré profondément. Tu parles de virtuel, c'est des affaires qu'on a déjà vues d'ailleurs, justement, tu mets le gros casque de réalité virtuelle sur la tête, puis ça faisait des démonstrations d'ailleurs à la bibliothèque de tout ça, une année, puis il semblerait que, tu sais, justement, tu regardes par en bas, tu vois du vide, puis le cerveau, même si toi tu sais que tu es à la bibliothèque, le cerveau, lui, il voit du vide, fait que il semblerait que ça te fait freiner. Ah oui, moi je l'ai fait dans la station spatiale, un casque virtuel avec la station spatiale, puis j'ai pogné mal au cœur assez vite. Mais c'est, t'oublies, là. Même si tu jases avec le monde autour, puis t'as du fun, t'es dedans, ton cerveau est dedans. Puis d'ailleurs, on utilise ça pour les phobies, entre autres, pour un bon pont pour le prochain sujet. Pour les gens qui ont peur de l'avion, on les fait prendre, on prend un casque virtuel, puis ils prennent l'avion virtuellement pour essayer de s'habituer. OK. D'ailleurs, c'est justement, il y a les autres peurs aussi, puis les différentes phobies qui peuvent nous permettre de survivre, là. Qui nous ont permis de survivre. Nos fameux, le serpent du début, l'exemple du début, les araignées, c'est très intéressant. Les enfants ont peur, si tu leur montres, des enfants très jeunes, si tu leur montres des images d'araignées et de serpents, ils ont instinctivement peur, même s'ils n'ont aucune idée c'est quoi. À un âge, tu sais, qu'on leur a pas expliqué c'est quoi, ils ont peur. C'est instinctif. Les chats, à un moment donné, ils faisaient des vidéos, mais là, amusez-vous pas à faire peur à votre chat, là, mais à un moment donné, il y avait une tendance, c'est que tu mets un cocon, quelque chose qui a une forme allongée, derrière ton chat pendant qu'il mange, puis quand il réalise qu'il y a ça derrière, il fait un de ses sauts. Il y a des vidéos là-dessus qui circulent, parce que c'est instinctif, c'est bien juste un cocon, mais... Puis le chat, il n'a jamais vu de serpent de sa vie, là, un chat de maison, mais il sait, forme allongée pour lui, instinctivement, OK, c'est un danger. Alors, mais évidemment, ça peut devenir aussi extrême, les gens qui ont des phobies, certaines phobies, ben justement, les araignées, c'est courant, que ça devient vraiment une phobie irrationnelle. Bon, on a tous... Les souris. On a presque tous des phobies, là. Donc, ça devient irrationnel, puis on sait bien que c'est irrationnel, mais c'est là. Donc, ça vient de loin, là. C'est sûr, c'est pas l'araignée qui va te manger, mais bon. Oui, ça fait peur, oui, les fameuses souris, tout ça. Alors que d'autres remarque, entre une petite araignée domestique puis une migale, là, il m'a dit qu'il y a une marge. Oui, bien, la phobie est quand même bénéfique. Si tu vois sur un scorpion ou... Même si je pense que c'est tu la tarentule, que son vrai nom, c'est la migale? Oh, je connais pas les insectes. En tout cas, je sais qu'une, elle n'est pas dangereuse, elle est juste très impressionnante parce qu'elle est grosse et elle est poilue, là. Mais, tu sais, justement, tu vois ça gros, là, puis
C'est comme les araignées à grands pattes. Pour te dire comment je connais pas les insectes, les araignées à grands pattes, c'est pas dangereux, mais quand tu la vois, mon Dieu, on n'a peur qu'ils sautent, on a peur, je sais pas, c'est qu'ils volent, c'est... Ah oui, la pareidolie. Oui. Ah oui, même ça, c'est là-dedans. Oui, ça, je pense on en avait parlé il y a longtemps. Oui, on a déjà fait une capsule là-dessus. On l'a même abordé encore. Ça avait été, on l'avait abordé juste en discussion, là, pareidolie sonore, là, le fait d'avoir l'impression d'entendre quelque chose. Hein. Des espèces d'illusions, finalement. Ouais, c'est ça. On a parlé des optiques, on n'a pas beaucoup parlé des auditives, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est quoi, en gros? C'est de voir des visages partout. Lorsqu'on regarde les nuages, instinctivement, on essaie de voir de quoi, puis on voit un visage. Une falaise, on voit un visage. Même, t'es couché, tu vois ton plafond, là, peut-être qu'il y a des motifs. Ah, tiens, je vois un visage là. Ça, c'est une faculté qui nous a permis de survivre parce que le fait d'être capable de voir très vite, facilement un visage n'importe où, ça fait qu'on voyait le lion dans la savane. On voyait le lion qui était caché. Mais évidemment, bien souvent, on voit des faces où il n'y en a pas, là. Mais c'était mieux de voir des visages partout que de ne pas voir le lion qui était caché dans l'herbe. Et ça, c'est une faculté qu'on a tous à différents degrés. Mon père, il voit des visages partout, mais moi, c'est pas une faculté que j'ai vraiment. J'ai un peu, là, comme tout le monde, mais il faut vraiment que je me concentre pour voir un visage quelque part. Mais tu as d'autres personnes, ils en voient partout, là. C'est systématique, là, dans toutes les... Donc, on n'a pas tous le même niveau la même capacité à ce niveau-là. Mais ça vient de loin. Donc, moi, dans la préhistoire, il aurait fallu que je compte sur mon groupe pour me dire qu'il y a un lion parce que je l'aurais pas vu. Le lion caché parmi c'est vrai que lui, il peut se cacher en tout cas, dans la savane africaine, c'est sûr qu'il est capable de se cacher, hein, oui. Avec sa couleur de fourrure. Là. Alors, c'est vraiment un instinct de survie. L'anxiété la nuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit que le jour. On est plus... J'ai toujours trouvé qu'on était comme plus fragile, sensible, vulnérable la nuit. Mais oui, il y a un fond scientifique à ça. On est plus en hypervigilance, on est plus inquiet, on est plus anxieux la nuit. Ça vient de l'époque où, lorsque la nuit tombait, c'était plus difficile de voir les prédateurs qui arrivaient. Donc, on était un peu en état d'alerte. Et c'est pour ça que la nuit, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit que le jour. Cette espèce de hypervigilance qui est aussi l'hypervigilance que lorsqu'on a un choc post-traumatique, on reste dans un état d'hypervigilance, on va au magasin, on est toujours en état d'alerte. C'est ça, de l'hypervigilance. C'était vraiment d'être à l'affût s'il y a un danger quelque part. Ça va, je suis sûr que ça va devenir un sujet de capsule pour parler du sommeil, là, mais justement, ça cause des problèmes, ça, par exemple, l'hypervigilance, parce que si le cerveau se met en mode hypervigilance, ça veut dire que le moindre bruit qui va arriver pendant la nuit va te réveiller, oui. Ou justement l'absence de son, ou en tout cas le silence va faire en sorte que tu vas avoir des difficultés à dormir, ce qui est mon cas. Moi, ça me prend un bruit constant. On pourrait appeler ça du bruit blanc. Là. Moi, ça me prend du bruit pour dormir. Fait que tout le temps un ventilateur, fait que juste un son comme ça va me faire dormir. J'entendrai même pas le déneigeur qui va venir ouvrir l'entrée. Mais si je dors et qu'il n'y a pas de son, le déneigeur va venir puis ça va me réveiller. Ou bien le chien va se promener, il va l'entendre, ça va me réveiller. Ben, c'est ça vient encore une fois de l'instinct de survie. C'est sûr qu'il n'y a pas de grande menace à un déneigeur aujourd'hui, mais à l'époque, un bruit, ça pouvait être le lion qui est rendu dans le village. Puis c'est ça, il marche, puis juste la petite branche qui a craqué, hey, il y a un danger qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a gardé cette capacité-là d'être plus nerveux, d'être plus à l'affût la nuit. Mais oui, ça peut amener d'autres problèmes au niveau du sommeil. Puis, ben justement, on va faire un parallèle avec le sommeil. On va parler, lorsqu'on arrive à dormir, les cauchemars. Oui, c'est le prochain. Pourquoi on a gardé cette capacité-là?
Il y a plusieurs théories. C'est considéré comme une capacité, ça, les Ben, cauchemars? À un certain degré, disons, probablement. un trait, cette biologie-là, bon, et les animaux aussi, hein, on peut, lorsqu'on a des animaux de compagnie, quand ils rêvent, je sais pas trop à quoi ils rêvent, là, mais on les voit bouger, puis Ouais, on les entend, ils vont lâcher des petits jappes étouffés, puis... d'après moi, ils rêvent qu'ils courent après des balles ou des souris ou des choses comme ça. Ben, la mienne, elle chasse les souris, fait qu'elle elle doit rêver qu'elle court Elle après. doit rêver. Puis, ben, justement, ça sert à quoi les cauchemars, les rêves? C'est que ça permet d'expérimenter des scénarios sans se mettre en danger. Donc, par exemple, disons que dans la préhistoire, peut-être qu'on s'imaginait courir après un mammouth, mais sans expérimenter la chose pour se mettre en danger. Ça permettait de développer des capacités, des talents, donc, le sommeil, ouais, ça, c'est un sujet très vaste, ça serait intéressant à aborder. Donc, c'est pour ça que le cauchemar est très, très utile, le rêve est très, très utile, pour d'autres raisons aussi. Donc, on pouvait se pratiquer, entre guillemets. Alors, encore aujourd'hui, on se pratique, des fois, on fait des rêves, on est anxieux de quelque chose, on vit l'événement avant qu'il arrive. Donc, ça peut être très utile. Le prochain va venir rejoindre ce qu'on appelle les oiseaux de nuit, le cycle décalé. Oui, ben ça me concerne beaucoup. Moi, je suis un oiseau de nuit. Et donc, c'était très, très pratique parce qu'il faut s'imaginer que si tout le monde, à l'époque, tombait endormi à 10 heures et se levait, je sais pas moi, à 6 heures, 8 heures, on avait un problème la nuit pour prendre qui prend la garde du camp. Alors, il y avait des gens, comme moi, qui dorment pas la nuit et c'était un certain avantage parce que les gens comme moi pouvaient monter la garde, pouvaient surveiller jusqu'au lever du soleil où là, les autres se réveillaient. Donc, les gens n'avaient pas tous le même cycle de sommeil et ça faisait que le camp pouvait être gardé 24 heures sur 24. En tout cas, c'est une théorie, puis ça fait beaucoup, beaucoup de sens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas tous le même cycle de sommeil et la société essaye de nous faire rentrer dans le même cycle de sommeil, ce qui peut amener beaucoup de problèmes quand on ne respecte pas notre cycle naturel. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y aurait des oiseaux de nuit. Surtout quand on est sur un emploi où est-ce que tu es sur une rotation du chiffre, là, genre travailler de jour, travailler de soir, travailler de nuit. Là. Ah oui, ça brise une santé. Ou de faire travailler de nuit quelqu'un qui n'est pas un oiseau de nuit, c'est terrible. Ou faire travailler très, très tôt quelqu'un qui est un oiseau de nuit. Je veux dire, à un moment donné, sa santé, il va écoper. On a d'ailleurs fait des études que si les entreprises font commencer plus tard les oiseaux de nuit, le gain en productivité est incroyable. Si on respecte les horaires de sommeil des gens et qu'on fait travailler plus tôt vraiment les matinaux et qui partent plus tôt que les autres, ça a l'air que ça fait vraiment, l'entreprise a beaucoup à gagner en faisant ça. Le dernier, je pensais pas que c'en était un, le commérage. Je l'ai mis en dernier parce qu'il me faisait rire. J'ai dit, on va finir en beauté. En fait, c'est que le fameux mémérage, le commérage, ça a une utilité. Pourquoi on aime tellement ça? C'est que ça permet d'apprendre qui est digne de confiance. Parce qu'à l'époque, c'était important, comme on disait, de détecter les profiteurs, de détecter les gens qui ne sont pas dignes de confiance, les gens dangereux. Et on peut s'imaginer que dans un groupe de personnes, la seule façon de le savoir, s'il fallait que on apprend à connaître les gens, qu'on a des expériences avec les personnes, qu'on fait des échanges avec eux, c'est pas mal long là, de faire le tour du groupe. Alors que si on fait du commérage, on apprend assez vite qui est digne de confiance ou pas dans un groupe. Donc, à la préhistoire, c'était l'utilité. Mais là, aujourd'hui, le commérage, c'est un double tranchant. Oui, ça peut permettre d'apprendre à se méfier de certaines personnes sans avoir à vivre les mauvaises expériences que la personne qui nous dit a vécues. Tu sais, si, je sais pas, la personne a été amie avec une personne, ça a été catastrophique, elle nous dit, bon, ça nous évite de vivre des affaires plates. Ceci dit, il y a aussi beaucoup de commérages qui sont non fondés. Des gens qui s'amusent à commérer juste pour le fun de commérer, qui inventent des choses, qui exagèrent des choses. Et malheureusement, ça fait que les gens ne se parlent plus sans aucune raison. C'est le côté... Aujourd'hui, le commérage a pris des proportions... c'est devenu disproportionné. Moi, personnellement, j'aime mieux me faire ma propre idée. Si quelqu'un fait du commérage sur quelqu'un, je vais l'écouter. Mais
je vais vouloir quand même me faire ma propre idée parce que je sais à quel point c'est facile de briser une réputation. Mais à l'époque, ça avait vraiment une fonction de survie. On savait assez vite dans le groupe qui on ne peut pas faire confiance, qui on doit exclure, etc. Donc, ça vient de loin, encore une fois. Voilà. Eh bien, très intéressant cette capsule. Je ne pensais pas qu'il y avait certaines choses qui venaient d'aussi loin dans l'évolution. Là. Ça change. Moi, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. On dirait que on se questionne peut-être pas assez sur nos comportements. Puis je pense que je vais peut-être être moins dure envers moi-même, entre autres, pour le goût sucré. Fait que je me dis, comment ça? Je suis pas capable, pas disciplinée. Je pense que, c'est peut-être pas à prendre toujours comme excuse, mais tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en nous, qu'on n'aime pas en nous, puis il y a quand même une génétique. Fait qu'il ne faut pas être trop dur envers nous-mêmes. On fait notre possible. Bon, savoir quoi répondre à quelqu'un qui essaye de perdre du poids et qui trouve que ça ne marche pas. C'est encourageant de savoir ça, que notre corps lutte comme s'il était en famine. Parce qu'encore une fois, on se dit, c'est pas de ma faute, là, j'essaie bien. Puis c'est utile à savoir. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Jocelyne, pour ce beau contenu. Puis on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.